Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie du chapitre 8 et cette fois-ci on va étudier quelques cas des acides faibles, de leur application ou de savoir à quoi ça sert tout simplement. Alors la première c'est quoi? Eh bien ça va nous servir des fois d'indicateur coloré. En fait il existe des acides faibles qui en fait ont des couleurs différentes suivant leur domaine de prédominance et donc ça va nous permettre de donner justement une indication sur la valeur du pH. Alors, première chose, on vous dit donc un indicateur coloré est une solution contenant un couple acide-base dont l'acide et sa base conjuguée ont des couleurs différentes. Ce qu'on va appeler donc la partie où ça va changer de couleur, c'est ce qu'on va appeler sa zone de virage. Donc sa zone de virage correspond à l'intervalle de pH dans lequel il passe d'une couleur à l'autre. Alors donc vous avez un schéma ici avec un diagramme de prédominance. Donc vous avez ici le pH, la valeur du pKa, et puis souvent, alors c'est pas un moins un près, c'est très approximatif, pK1-1 à pK+1, vous allez justement avoir souvent le changement de couleur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que votre indicateur coloré, qu'on va souvent appeler INH, ça va être sa forme acide, et sa forme basique, on va l'appeler IN-, va avoir une certaine couleur. Et puis à partir du moment où vous allez augmenter le pH, vous allez avoir ici à partir de ce moment-là un changement de couleur, et parce que vous allez avoir coexistence, on va dire, de les deux espèces, d'après le diagramme de distribution qu'on a vu. Vous voyez que si on est dans cette zone-là à peu près, vous allez avoir un mélange de couleurs. Et puis à partir du moment où vous êtes à pKa+1 approximativement, c'est l'autre forme qui va prédominer. Et donc comme il y a deux couleurs différentes, on va pouvoir avoir une indication sur votre pH. Alors c'est ce que vous avez par exemple sur votre papier pH, c'est un mélange de plusieurs indicateurs qui vont pouvoir changer de couleur suivant la valeur du pH. Nous on va s'en servir des fois pour repérer l'équivalence d'un titrage. Donc il y a marqué ici un indicateur coloré peut être utilisé pour déterminer l'équivalence dans un titrage colorimétrique. Il faut alors que le pH se situe, il faut alors que le pH à l'équivalence se situe dans la zone de virage. Donc ici, principaux indicateurs colorés, on va en utiliser trois. Clairement, il y en a d'autres, il y en a plein, mais les plus connus, ce sont ceux-là. Le premier, c'est l'héliantine, donc il va y avoir une zone de virage plutôt dans la partie acide. Le deuxième, c'est le BBT, c'est-à-dire le bleu de bromothymol. Alors celui-là va avoir une zone de virage plutôt dans la partie à peu près neutre du pH, dans l'échelle de pH. Et puis le dernier, c'est la phénolphtaléine, qui elle va avoir une zone de virage plutôt dans la partie basique. Voilà, donc si on a acide, neutre et basique, globalement, on arrive à s'en sortir à peu près avec tout et n'importe quoi. Alors, exercice. Donc, dans le cas ci-dessous, quel indicateur coloré acide-base peut-on utiliser? Alors, vous voyez ici, on a tracé une courbe de pH d'un titrage pH métrique. Donc ici on part de la forme acide et puis ensuite on a la forme basique et on va essayer de choisir. Donc on vous dit que pour choisir le bon indicateur coloré, l'équivalent, c'est-à-dire cette valeur-là, doit être dans la zone de virage. Alors on va tracer par la méthode des tangentes, eh bien euh, comment dire, pour déterminer l'équivalence, on va tracer par la méthode des tangentes. Alors vous êtes prêts? Attention, 1, 2, 3. Et voilà, c'est fait, c'est la magie, c'est formidable, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc voici la méthode des tangentes, je ne vais pas la revoir dessus. Et donc on s'aperçoit que ici, l'équivalence, le volume équivalent se situe à cette valeur-là. Ça veut dire que globalement, moi je vais pouvoir déterminer la valeur du pH à l'équivalence. Et regardez bien, là je suis dans la zone rose pâle de la phénolphtaline. Ça veut dire qu'on va pouvoir tracer, donc il va falloir utiliser la phénolphtaline comme indicateur coloré. On aurait pu aussi, si on veut, utiliser le BBT. Pourquoi? Parce que le saut de pH est vraiment très marqué. Donc ici, vous voyez que globalement, même ici, j'aurais, quoi qu'il arrive, la bonne valeur d'équivalence. Mais globalement, le mieux, c'est la phénolphtaline. On pourrait aussi utiliser le BBT. Alors, on peut marquer. Donc, je vais vous donner la réponse. Si vous la notez, vous la notez. Donc le pH à équivalence est déterminé par la méthode des tangentes parallèles. Il vaut à peu près environ 9.0. Il convient donc d'utiliser la phénolphtaline à l'équivalence. La solution passera de l'incolore au rose fuchsia. Le saut est au très vertical, on aurait pu utiliser également le BBT. Voilà, ça c'est pour les indicateurs colorés. Deuxième application, c'est ce qu'on appelle les solutions tampon. Alors qu'est-ce que c'est qu'une solution tampon? C'est une solution donc dont le pH varie peu par addition d'une petite quantité d'acide ou de base par dilution modérée.
En gros, hein, c'est une solution, si vous rajoutez un peu d'acide ou un petit peu de base, son pH ne va pas beaucoup évoluer. Et puis si vous la diluez, c'est pareil, son pH ne va pas beaucoup évoluer. Alors comment fait-on pour fabriquer une solution tampon? On va mélanger à des concentrations quasiment équivalentes l'acide et la base conjuguée. Le fait de faire ça, ça va permettre donc d'avoir une solution qui ne va pas varier beaucoup, enfin dont le pH ne va pas varier beaucoup. Donc, vous allez pouvoir noter donc une solution tampon contient un acide faible et sa base conjuguée, c'est pas n'importe laquelle, c'est sa base conjuguée, dans des concentrations très proches. Alors si ce sont les mêmes concentrations, regardez bien. Si je reprends la formule qu'on avait déjà démontrée, pH égale pKa plus log de A- sur H, si A- égale AH, ça veut dire que ce rapport ici est égal à 1, et log de 1, vous savez que ça fait 0. Ça veut dire qu'il va vous rester donc pH égale pKa. La valeur du pH de la solution tampon est alors proche de celle du pKa. Oh, c'est en vert. Donc on va noter pKa. Les solutions tampons donc sont utilisées pour plusieurs choses. Déjà, premièrement, c'est pour étalonner les pH mètres. Nous, en TP, on va utiliser des pH mètres. Vous avez une solution tampon pH 4. Donc, on a trouvé une solution dont le pK égale 4 et on l'a mélangé justement dans des proportions donc équimolaires, donc avec les mêmes concentrations ici. Deuxième chose, une application, mais plutôt dans le milieu biologique. On vous dit donc de nombreux processus biochimiques sont très sensibles aux variations de pH dans le sang. Par exemple, le pH est régulé autour de 7,4 par divers couples acide-base. Votre sang, lui, doit avoir un pH bien fixe, et donc il faut qu'il soit tamponné, c'est comme ça qu'on dit, pour qu'il ne change pas de valeur. Alors, je vais faire un petit aparté qui n'est pas à votre programme, mais qui me semble quand même intéressante. En fait, ici, j'ai ma courbe ici lors d'un titrage pH métrique. Alors, on va dire que, on va doser, je sais pas moi, un acide AH avec une base genre H-. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une réaction qui va vous donner A- plus H2O. Donc en fait, au départ, forcément, vous allez avoir un pH acide puisque la solution titrée, c'est un acide. Donc vous avez une valeur de pH ici. Donc elle est inférieure au pKa. Donc on va dire que forcément, évidemment, c'est cette forme-là qui va prédominer et pas celle-ci. Et puis ensuite, vous allez commencer à rajouter un peu de soude. Et là, vous avez vraiment une sorte de petit saut de pH. C'est pas un saut de pH, c'est juste une augmentation de pH. Pourquoi? Parce que vous allez rajouter de la soude. Et donc ce pH va augmenter assez rapidement. Mais à partir de ce moment-là, votre pH va augmenter, mais beaucoup moins rapidement qu'au début. Pourquoi? Parce que quand on a consommé un petit peu de AH, on a formé un petit peu de A-. Et quand on arrive à ce qu'on appelle la demi-équivalence, c'est-à-dire le VE divisé par 2, alors je sais pas, moi ici je suis à 25, donc 12,5, à peu près à cette valeur-là, ce qu'on appelle la demi-équivalence, là vous avez consommé la moitié de AH et vous avez formé la moitié de A-. Donc en fait, vous avez la même concentration AH et la même concentration A-. Vous avez fabriqué une solution tampon. C'est pour ça que votre pH au début de votre titrage augmente très rapidement. Et que dans cette zone-là, il n'évolue pas beaucoup parce que le même ajout de soude, comme vous avez une solution tampon, la propriété de solution tampon, c'est de ne pas faire varier le pH. Et puis donc, à partir d'un moment donné, quand vous vous éloignez de cette solution tampon, là, vous allez pouvoir avoir réaugmentation de votre pH ici. Alors ici, vous avez encore une fois un pH qui ne va pas augmenter. Ça, c'est pas parce que vous avez une solution tampon, c'est que vous allez rajouter une base. Vous allez rajouter de la soude dont le pH doit être approximativement égal à 13, puisque si je continue un petit peu cette courbe-là, je vais atteindre une limite ici, le pH de la soude de ma solution titrante. Autre remarque, si vous êtes à la demi-équivalence, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que vous avez les mêmes concentrations de AH et de A-. Ce qui veut dire qu'encore une fois, d'après cette formule-là, pH égale pKa. Donc en fait, on peut déterminer par exemple la valeur du pKa d'un couple acide-base en faisant un titrage. Donc si je veux titrer cet acide par la soude par une base forte, je vais obtenir cette équation-là et on peut vous demander quelle est la valeur du pKa. Donc il faut que je prenne l'équivalence, je sais que c'est ici à peu près 25, donc à la demi-équivalence je suis à 12,5 et là vous avez la valeur de votre pKa qui apparaît ici. Alors on peut le noter là, ici. Ça c'est VE 1,5, c'est-à-dire le volume à la demi-équivalence, et ici vous avez la valeur de votre pKa. Voilà, c'est une des manières que l'on peut faire pour déterminer la valeur du pKa.
Voilà, c'était une petite parenthèse dans votre programme de terminale. Dernier cas que l'on va étudier, c'est ce qu'on appelle les acides alpha-aminés. Alors, vous avez peut-être déjà vu en SVT, si vous faites SVT, que toutes les protéines qui existent sont un assemblage de différentes molécules qui s'appellent des acides aminés. Alors les acides aminés, il en existe un certain nombre, je ne sais plus trop exactement combien. Et donc en fait, à partir du moment où j'en prends deux différents, ou même deux identiques d'ailleurs, je peux les assembler pour former une protéine avec des propriétés particulières. Alors on peut avoir des protéines avec peut-être des centaines, voire peut-être des milliers, j'en sais rien, acides aminés. En tout cas, pourquoi est-ce que ça s'appelle acide alpha-aminé? Le premier mot, c'est acide. Donc ça veut dire que souvent, ça fait partie d'une famille qu'on a vue, les acides carboxyliques. Donc un acide alpha-aminé est une molécule qui possède un groupe carboxyle, puisque ça fait partie des acides carboxyliques, donc c'est COOH. Le deuxième mot, c'est aminé, donc ça veut dire que c'est un groupe amine. Donc le groupe amine, on l'avait déjà vu, c'est NH2. Et puis alpha aminé, pourquoi? Parce que ça va être sur ce qu'on appelle le carbone alpha. Le alpha, c'est la première lettre, donc c'est sur le premier carbone. Donc porté par le même carbone. Voilà, et qui sera le numéro 1 dans votre chaîne que vous allez numéroter. Alors donc la formule générale, c'est quoi? Sur le même carbone, je vais placer un groupe COH, je vais aussi placer un groupe amine, NH2, et puis ici, je vais placer aussi un groupe radical, c'est un groupe d'atomes, alors là, ça peut être une chaîne carbonée autre, peu importe, et puis donc il vous manque un atome d'hydrogène, donc je vais marquer ici un atome d'hydrogène ici. Donc voilà. Alors si on regarde bien, sur cette molécule, justement, vous avez une forme acide, et vous avez ici une forme basique, puisque ici vous avez un doublet non-liant qui va être, un site donneur d'électrons, et donc qui va être une partie basique. Et donc sur la même molécule, vous avez en même temps un acide et une base. Et si on remarque bien, pourquoi est-ce que justement c'est très pratique en biologie pour pouvoir assembler des molécules? Parce que vous allez avoir une forme acide qui va réagir avec la forme basique d'une autre molécule ici. Et donc vous allez pouvoir créer des chaînes comme celui-ci qui vont pouvoir s'assembler. Alors il existe d'autres mécanismes biochimiques pour pouvoir construire des protéines, mais celui-ci justement est un des principaux. Alors, je vous l'ai représenté ici en formule semi-développée. En fait, cette forme-là existe très peu. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un transfert ici de protons, ici, sur votre base, sur NH. Et donc, vous allez obtenir cette molécule-là. Vous allez avoir ici une charge positive ici, et une charge négative là. Alors, au global, votre molécule, elle est neutre, c'est pareil que la même que celle-ci, elle est neutre aussi. Mais, globalement, ponctuellement, vous allez avoir des charges. Et ça, le fait d'avoir une charge positive et une charge négative sur la même molécule, c'est pas vraiment un ion, puisque un ion ça doit être positif, et là elle est neutre. Donc c'est ce qu'on va appeler un amphion. Voilà, c'est un amphion, ce n'est pas une insulte, c'est un amphion. Ou alors le petit mot aussi en plus, c'est un zwitterion. Voilà, si vous savez pas trop quoi faire au Scrabble et que vous avez le Z et le W, vous pouvez faire ce mot zwitterion. Donc on vous dit donc en solution aqueuse, un acide alpha-aminé existe essentiellement sous la forme d'amphion ou zwitterion, voilà, c'est un mot, c'est cadeau, c'est pour vous, qui résulte d'un transfert interne d'un proton H+, du groupe carboxyle vers le groupe amine. Alors, l'amphion, justement, ici, ça va être une espèce amphotère. Ici, c'est un acide, et là aussi, c'est une base. Donc, on appelle ça donc un amphotère. Il peut donc se comporter comme un acide ou une base. Il apparaît donc dans deux couples acide-base. Ça veut dire que quand pour un acide alpha-aminé, vous aurez deux valeurs de pK. Alors par exemple ici vous en avez un, vous avez un pK à 2,3 et un pK à 9,9. Il existe d'autres espèces chimiques avec 2 pKa parce que, c'est ce qu'on appelle par exemple des diacides. Alors vous avez deux pKa différents. La plupart du temps, nous, on utilise des monoacides, mais il existe des diacides. On peut avoir 2 pKa, on peut même en avoir 3. Les triacides, c'est tout à fait possible. Et donc, on vous dit donc, dernière phrase, un acide alpha-aminé est caractérisé par deux couples acide-base, donc 2 pKa. Et donc, si j'ai 2 pKa, je vais avoir 3 domaines de prédominance. Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre. Je vous dis à bientôt et au revoir.